35 ans de développement de l'EDVO, non? Oui, ça a démarré en 87 surtout. Ah, 87, ouais. Alors, c'est un des pionniers dans ces centres de traitement en France, en région parisienne. Je vais vous laisser la parole, Monsieur Bruno. Je crois que vous parlerez beaucoup mieux que moi. En tout cas, bienvenue, très cordial bienvenue. Merci. Ça quand même, ça sera plus joli avec ça. Voilà. Merci. Bien. Donc bonjour à tous. Toujours une épreuve de prendre la parole devant un tel public. Alors, EDVO, je ne vais pas utiliser de PowerPoint. Je vous mets juste l'image avec les références et surtout le site internet sur lequel vous aurez l'historique de 30 ans de fonctionnement associatif où je suis bénévole et responsable de la structure que j'ai développée depuis 1987. Mais je dirais que l'histoire commence pour moi quand j'étais à la brigade des stupes dans le Val d'Oise. J'étais à la brigade départementale et j'avais, disons, pour principe de faire une enquête de personnalité avant la présentation au magistrat de tout toxicomane, assez appuyé pour voir un peu l'histoire de chacun. Ce qui m'intéresse, c'est que chaque toxicomane se ressemble dans la consommation, mais je dirais qu'il y a une personnalité qu'il faut prendre en compte et je dirais lui permettre de s'expliquer devant un magistrat. Ça commence par la première audition. Et lors de la première audition, ce que l'on entend dans le parcours de vie d'un malade dépendant est quelquefois édifiant et on comprend pourquoi les produits ont pris une place dans le fonctionnement de tout individu, quel qu'il soit. Donc lui laisser une chance, c'est important. Plutôt que de le voir partir en prison, ça me semblait plus intéressant de le voir partir dans un centre de soins. Et pourquoi pas, quand on est en relation individuelle et je dirais en enquête de personnalité, lui permettre de décrocher un rendez-vous auprès d'un centre de soins pour pouvoir le mettre bien apparent sur un procès-verbal qui va déterminer bien quelquefois l'avenir de cette personne. Donc quand on indique qu'un rendez-vous est pris sur un centre de soins, la loi de 70 prévoit à tout toxicomane eh bien, de choisir soit l'injonction thérapeutique ou en tout cas la prescription de soins qui va être, je dirais, coercitive peut-être, puisque c'est le magistrat qui va choisir l'obligation de soins plutôt que la présentation devant le tribunal correctionnel. Donc c'était pour moi un point évident pour aider tout citoyen, même s'il a commis des infractions graves. C'est avant tout des infractions qui ont été commises dans le cadre des consommations de produits, soit alcool, soit polyconsommation ou stupéfiants. Mais ce qui me semblait important, c'était de voir l'engagement de cette personne dans le processus de soins, qu'il soit ou non coercitif. Alors, pour ça, donc, de 80 à 87, je peux dire que j'ai connu une bonne trentaine de cas intéressants, puisque beaucoup revenaient me voir après des soins pour me dire c'est bien beau tout ça, les soins, la cure, ça dure très peu de temps, la post-cure, il faut en trouver une, et derrière, on se retourne vers ceux que l'on connaît le mieux, c'est-à-dire les copains de défense, la famille, où il y a peu d'aide très souvent, et bien sûr la récidive qui était au coin du chemin pour la majorité de tous ceux que je revoyais. Et est venue l'idée de créer un centre d'hébergement, à titre bénévole bien sûr, puisque ma fonction ne permettait pas de m'investir trop. Donc avec ceux que j'avais aidés, à l'époque il y avait Marmottan et le Patriarche. C'est pas si vieux que ça. Donc il n'y avait pas beaucoup d'alternatives pour orienter. Donc je m'appuyais plutôt sur deux médecins généralistes du Val d'Oise qui orientaient là où ils pouvaient. Et à la sortie des soins, ceux qui se maintenaient, c'était vraiment avec beaucoup de difficultés dans l'abstinence. Beaucoup rechutaient, beaucoup faisaient des transferts d'une addiction sur une autre.
et se disaient à peu près valides pour continuer leur parcours de vie. Et ce qui me semblait très important, c'est la prise en charge globale de tout individu en difficulté avec une addiction. Donc, cette prise en charge globale, en France en tout cas, elle a eu du mal à se développer, ou tout du moins elle l'est encore de façon totalement insuffisante. Si on regarde par exemple nos amis anglais ou canadiens ou américains, la prise en charge globale, il y a longtemps qu'elle est mise en place, et il n'y a pas de rupture entre la cure, la post-cure et la réinsertion sociale avec hébergement. Ça me semble essentiel. Et à force d'observer les difficultés de réinsertion de ces publics en grande difficulté, car je pense que ça n'échappe à personne que la plus grande difficulté pour l'humain, c'est de se retrouver rejeté de tous dans une société qui est peu tolérante par rapport aux addictions, se retrouver à la rue, au contact, bien sûr, du milieu ambiant. Donc 50 à 60% des malades dépendants actifs se retrouvent dans le milieu carcéral ou à la rue. C'est pas compliqué, on les retrouve dans ces deux endroits. Donc les passages de l'un à l'autre, il faut que ça s'arrête un jour, sinon c'est la désespérance et le suicide pour beaucoup. Donc quand on parle de mortalité dans le public toxicomane, on ne prend pas en compte tous les suicides, tous ces gens qui meurent d'accidents ou de maladies et qui sont laissés pour compte. Alors, dans mon parcours, c'est un peu une approche globale, mais en partant du premier, disons, d'un besoin fondamental. Les besoins fondamentaux de tout être humain, c'est d'avoir un toit et pouvoir se nourrir, ne serait-ce que ça. Donc le premier travail de DVO, quand je l'ai créé, c'était héberger des personnes en grande souffrance, si possible sortant de post-cure, donc ayant déjà fait un travail sur leur établissement, et bien sûr mettre en place l'alimentaire en parallèle et un suivi social. Mais disons que ça a été, je dirais, une expérience qui m'a permis de voir un peu toutes les autres carences et d'amener au fur et à mesure de cette expérimentation, avec 10 places d'hébergement au départ, mais les sortants de post-cure, bien sûr, frappaient à la porte de façon un peu trop importante. Donc il a fallu monter progressivement avec des pavillons restaurés, loués à bas prix, mais restaurés par des bénévoles. On a commencé à héberger une vingtaine de personnes en permanence, mais bien sûr des sous-groupes avec peu d'occupation, peu de suivi. Les échecs étaient quand même assez importants. Et puis un jour, j'ai eu le plaisir d'accueillir 2 sortants du centre APT, APTE, à Bussy-le-Long. Premier centre, Modèle Minnesota, centre de soins agréé, qui s'est implanté en France. Et les 2 premiers sortants que j'ai accueillis de ce centre, l'un est aujourd'hui thérapeute dans ce même centre aujourd'hui, avec plus de 20 ans de recul par rapport à ses premiers pas à EDVO. Et puis l'autre est artiste peintre, il expose à Paris. Donc je pense que les 2 premiers cas ont été une réussite et aussi m'ont permis d'appréhender un peu mieux l'avenir avec ces places d'hébergement pour, disons, me lancer un peu plus vers le suivi thérapeutique modèle Minnesota. Alors donc j'ai appris, bien sûr, parce que j'ai une certaine méfiance. Une fois que j'ai créé ce centre, j'ai quitté le répressif pour m'occuper plus de la formation et de la prévention en tant que PFAD, policier formateur antidrogue. Puis je me suis occupé de la lutte contre les sectes et ainsi de suite. Donc j'ai dirigé un centre de formation départemental pour les policiers et je suis allé jusqu'à créer un module îlotage pour la police nationale. Donc j'ai été impliqué dans la politique de la ville, dans la lutte contre la délinquance, mais en partant de la prévention surtout, en mettant en place tout un système où, je dirais, le policier a autre chose à faire que du répressif. Alors pour moi, c'était le temps, je dirais, où j'ai consacré une partie de mon travail pour la police nationale, mais l'autre partie en bénévolat,
mais là, c'était très prenant, bien sûr, diriger une équipe avec des thérapeutes venant du centre APT au départ, puis ensuite des employés. Aujourd'hui, on a toujours 2 thérapeutes modèle Minnesota. Donc, et une équipe sociale avec conseillère économique, sociale et familiale, des animateurs ou éducateurs pour l'accompagnement social, et puis bien sûr toute une infrastructure pour réapprendre à vivre autour de l'alimentaire, de l'hébergement, des soins, de l'hygiène et bien sûr de la réinsertion professionnelle. Alors aujourd'hui, EDVO a grossi. Si on prend l'actualité, excusez-moi. Si on prend l'actualité de DVO, toujours pour faire face un peu aux exigences par rapport à des carences, EDVO a choisi de n'héberger que des personnes sortant de cure ou de post-cure et bien sûr désireuses de maintenir l'abstinence de tout produit modifiant le comportement, avec bien sûr l'invitation à fréquenter les groupes narcotiques anonymes, alcooliques anonymes, et travailler avec les étapes du programme Minnesota. Mais il n'y a pas que ça, il y a tout un système de prise en charge sur le plan social, sur le plan familial, sur le plan médical. Nous n'avons pas de médecin de demeure puisqu'on n'a aucun budget de fonctionnement, j'insiste sur ce point. Nous n'avons qu'un budget sur l'hébergement pour 26 places, alors qu'actuellement nous avons 35 places permanentes pour les sortants de post-cure. Donc sur ces 35 places, on a bien sûr des personnes qui présentent des pathologies graves, bien sûr, qui nécessitent un suivi, mais extérieur. Donc on a fait appel à des partenaires pour développer toutes ces possibilités d'accompagnement en extérieur, en parallèle du rétablissement, et chacun à son rythme bien sûr, sur un parcours d'1 an avec hébergement, suivi social, suivi thérapeutique. Alors je vous détaillerai un peu le suivi thérapeutique pour que vous ayez une idée de ce qu'on peut faire dans une structure associative. Et dans les partenaires, bien sûr, il faut pouvoir répondre un peu à toutes les attentes d'une personne qu'on accueille pour la première fois au EDVO, puisqu'il n'y a pas que les sortants de cure ou de post-cure. Au bout d'un moment, quand on a un site internet et qu'on se dit association nationale, on a des appels venant de toute la France avec des personnes en souffrance. Donc il a fallu mettre en place un accueil pour l'écoute, pour l'orientation. Donc on a un thérapeute, le modèle Minnesota, qui est chargé de cet accueil, de l'évaluation de la demande et de l'orientation et de l'accompagnement avec un suivi ambulatoire de façon à préparer aux soins. Pour certains, c'est un long parcours avant d'avoir la motivation pour aller dans un centre de cure. La plupart ont vécu des cures à répétition et n'y croient plus beaucoup, parce que derrière la cure, il n'y a pas forcément une structure d'accueil pour consolider l'abstinence après un sevrage. Donc les accompagner, c'est important pour que d'une étape à l'autre, il n'y ait pas de rupture dans, je dirais, un référent qui est à l'écoute et qui est en capacité, dans les mauvais moments, eh bien, de rassurer, d'encourager, de vaincre, permettre à la personne de vaincre ses peurs, parce qu'il y a énormément de peurs chez la plupart des malades dépendants, pour aller vers l'autre, mais surtout vers le milieu médical. Donc cette personne chargée de l'accueil et du suivi a elle-même une expérience, puisqu'elle a plus de 20 ans d'abstinence. Donc là, le rôle des patients experts me semble essentiel. Et ce n'est pas d'aujourd'hui, si on prend la pratique, mais il faudrait que ce soit un peu plus officiel et un peu plus, disons, répandu dans les différents centres d'écoute, d'accueil et d'orientation. Et ça, je pense qu'il y a une carence énorme dans ce domaine. Parce que je pense qu'au moins un tiers des toxicomanes sont intéressés par ce modèle
parce qu'ils sont désireux depuis un temps, en tout cas à l'issue des post-cures pour la plupart ou des cures, ils sont désireux de maintenir une abstinence durable et de bien vivre cette abstinence. Donc ce qui m'a semblé important à EDVO, c'est non seulement d'installer progressivement cette équipe pour le suivi thérapeutique avec ce modèle, mais d'instaurer aussi la continuité de ce qui se fait dans les post-cures, c'est-à-dire maintenir 2 groupes par semaine de thérapie de groupe, donc sur le même modèle, et puis des entretiens individuels pour tous ceux qui traversent des difficultés, et en particulier pour l'accompagnement des changements de comportement nécessaires pour bien vivre son abstinence. Sur le plan médical, donc on s'est entouré d'un médecin généraliste à proximité, qui est devenu, je dirais, le médecin référent de la structure. Et puis, comme le partenariat s'est développé non seulement avec le centre APT, mais avec la clinique psychothérapeutique de Nîmes, nous avons donc pu ouvrir une fenêtre, je dirais, sur les doubles pathologies, c'est-à-dire des problèmes de psychiatrie en parallèle d'une addiction qui nécessitent quand même des soins appropriés. Et dans cette clinique, ils ont développé le modèle Minnesota sur un groupe de patients avec des thérapeutes également donc sur le modèle Minnesota, ce qui permet aujourd'hui d'accueillir des sortants là-bas de ce centre, donc d'élargir les entrées et voire aujourd'hui de réorienter sur des fenêtres je dirais, thérapeutiques pour des pathologies qui se révèlent dans le parcours de réinsertion. Donc même ouvrir des fenêtres, je dirais, thérapeutiques associant le médicament pour stabiliser des pathologies qu'on ne peut pas traiter en interne. Voilà, donc je dirais que la palette de possibilités s'élargit. Et la dernière création pour EDVO, ça a été d'ouvrir 37 places depuis janvier de cette année dans une maison relais pour accueillir ceux qui ne sont pas encore, je dirais, mûrs pour s'engager dans le processus de soins. Donc on y accueille des sans-abri, des personnes qui sont en errance, mais qui sont suivies socialement uniquement ou de façon épisodique pour les soins. Donc des parcours chaotiques de personnes en grande difficulté. Et depuis janvier, on voit déjà les premiers effets, puisque certains traversent la rue, puisque nous avons la chance d'avoir créé cette maison relais de l'autre côté de la rue. Donc ils viennent voir notre thérapeute, et on a déjà 5 qui sont dans le processus de soins. Donc depuis janvier, je pense que le besoin qui était pressenti depuis quelques années pour EDVO se concrétise, et on voit aujourd'hui le résultat. Mais c'est un travail de bénévoles avec des professionnels, bien sûr, qui demandent un équilibrage au quotidien sur le plan financier, puisque nous sommes une structure unique dans son fonctionnement, avec une mutualisation de moyens avec des partenaires, avec, je dirais, un autofinancement en associant diverses missions complémentaires. Donc pour pouvoir financer les places d'hébergement pour les sortants de cure, j'insiste bien, puisque la maison relais, on va toucher 16 € par jour et par personne pour son fonctionnement, alors que pour les 26 places agréées ALT, nous touchons 5,70 € par jour et par personne. Et je peux prouver à tout le monde qu'on peut fonctionner avec 30 € par jour, blanchi, nourri, logé et suivi socialement et psychologiquement pour arriver à la réussite, puisque 2 sur 3 à EDVO retrouvent une autonomie, je dirais, durable et confortable. Et je vous invite à venir à EDVO pour voir ce que nous faisons. Alors, tout ça pour vous dire qu'avec 30 € par jour, on ne peut pas faire des miracles, mais il faut créer toute une synergie de financement pour arriver à fonctionner. Actuellement, sur l'ensemble des actions d'EDVO, nous avons des appartements qu'on appelle des appartements thérapeutiques pour les sortants d'EDVO qui n'ont pas encore accès au logement individuel, parce qu'aujourd'hui, sur Paris et région parisienne, c'est un parcours du combattant pour trouver un logement, surtout si on a un travail
en CAE, je ne sais pas si vous connaissez, mais enfin des emplois un peu précaires et une difficulté, quand on veut changer de métier, de repartir dans un schéma professionnel. Donc il faut du temps, il faut de l'aide, et trouver un logement pour nos 50 à 60 sortants chaque année de nos structures, il faut vraiment des partenaires pour les appartements thérapeutiques. Alors on a Aurore, bien sûr, on a un certain nombre de partenaires là-dessus, et puis on est obligé de louer des pavillons ou des appartements que l'on partage, bien sûr, pour accueillir, pour continuer l'hébergement de ces gens-là. Donc actuellement, 80 personnes sont suivies au quotidien par EDVO, avec un équivalent 14 emplois temps plein, pour vous donner une idée. Ces emplois temps plein, en dehors de ceux de la maison relais, il me faut trouver les moyens de les financer. Donc on a développé, depuis le départ, des ressources qui sont très utiles et qui sont en fait toujours en lien avec notre mission principale, qui est donc la réinsertion des sortants de cure. Ces sortants de cure participent pratiquement toutes les semaines avec un des acteurs de prévention de DVO, qui est d'ailleurs ici, et tout à l'heure il prendra ma place, puisque je vais aller faire une conférence dans l'Aube à Romilly tout à l'heure. Donc Vincent Fiat, qui est à l'extrémité, prendra ma relève tout à l'heure pour répondre à vos questions. Donc c'est lui qui aujourd'hui fait l'essentiel des préventions dans le milieu scolaire. Nous faisons aussi de la prévention dans le milieu, bien sûr, des entreprises et des différentes structures qui ont besoin aussi de nos formations comme acteurs relais en matière de prévention sur les addictions. Donc tout ça, ce sont des ressources, puisque toutes nos interventions sont payantes, pour financer ce que ne donne pas l'État. On a mis en place 2 épiceries sociales en permanence. Depuis 1987, nous sommes créateurs d'épiceries solidaires. Et bien sûr, c'est organisé en interne avec des bénévoles. On fait des collectes à la sortie des magasins, et c'est de plus en plus facile aujourd'hui. Mais on est adhérent à la BAPIF, à la Banque alimentaire Île-de-France, à d'autres groupes aussi qui nous aident pour l'alimentaire. Donc je dirais qu'on peut réduire les coûts avec cette aide alimentaire permanente pour tous nos résidents et toutes les familles extérieures qui sont bien sûr bénéficiaires de nos épiceries sociales. Donc, mais ça apporte, je dirais, là encore, une partie de financement pour nos hébergements, enfin pour le fonctionnement de nos salariés, pour le fonctionnement de la structure. Si on prend le suivi AEDVO, qui me semble quand même important à décrire, il est bien sûr sur notre site, le modèle de suivi qui passe par un accueil bien sûr individualisé. Les partenaires qui bien sûr orientent sur EDVO la majorité de nos résidents anticipent, préparent, parce qu'ils connaissent ce que nous faisons. Donc il y a des rencontres, il y a des échanges. Et quand une personne est désireuse de venir chez nous, on l'accueille pour un entretien, pour une immersion, je dirais, dans la structure, sur une journée. Donc le premier entretien est fait par un membre de l'équipe sociale et un membre de l'équipe thérapeutique. Et là, bien sûr, il y a une présentation de la demande de l'intéressé. On fait connaissance, on voit si ce qu'on offre correspond. Il y a un échange qui est très important. Ils vont passer un peu de temps avec nos résidents, le temps d'un café, d'une cigarette, au fumoir. Donc ces échanges sont souvent déterminants pour que la personne s'engage dans un processus de réinsertion. Parce que le fait de rencontrer des personnes en rétablissement, certaines personnes avec quelques mois, d'autres près d'1 an de rétablissement, ça a beaucoup d'attrait pour permettre un engagement dans un processus de changement de vie, de rétablissement et de réinsertion sociale. Donc ce temps, disons, d'échange est très important pour la suite. Et puis, au bout d'1 mois, bien sûr, la personne, si
elle correspond un peu, si sa demande persiste et que toutes les semaines, elle dit « je veux absolument venir chez vous », il est clair que sa place est réservée et l'accueil se fait par 2 de nos résidents à la gare du Nord ou à la gare la plus proche. Et à cet accompagnement, il y a un groupe d'accueil dans la première semaine où la personne va pouvoir se présenter au groupe, puisque nous sommes dans une dynamique de groupe, une thérapie de groupe surtout, et un accompagnement au départ qui passe aussi par un parrainage en interne. Il y a toujours un plus ancien qui va, dans des chambres doubles, être un peu en soutien pour ce changement de situation qui est souvent synonyme d'angoisse, de peur, de manque d'assurance bien sûr. Donc ce moment de déstabilisation pour beaucoup est accompagné. Donc le premier travail, disons, des accompagnants, c'est de rassurer, c'est de faire connaître un peu tout ce qui l'attend dans le processus de prise en charge. Et puis le groupe accueil, avec un repas fait par l'ensemble du groupe, c'est un moment de partage, c'est un moment où on va prendre des repères dans une nouvelle vie et s'appuyer un peu sur l'expérience des autres. La dynamique d'entraide commence, véritablement à ce moment-là. Les 3 premiers mois, on leur demande de fréquenter tous les jours, dès le premier jour, pour ne pas s'enfermer dans une structure assez contenante, aller vers l'extérieur, affronter bien sûr le risque, accompagner si possible dans les premières semaines, surtout. Donc les 3 premiers mois, on recommande 90 jours, 90 réunions à l'extérieur pour se projeter un peu vers l'autonomie, vers les actes à poser, mais surtout pour faire connaissance avec des gens plutôt aidants, surtout s'il y a une rechute, parce que pour nous, une rechute dans ces 3 premiers mois n'est pas exclue. Certains rechutent une journée, mais le règlement intérieur, c'est exclusion provisoire d'1 semaine, à condition bien sûr d'aller fréquenter des gens qui sont abstinents et d'aller tous les jours en réunion pour demander de l'aide, se faire héberger pendant 1 semaine. Et ils reviennent à EDVO avec ce contrat d'abstinence, parce qu'on ne peut pas tolérer dans un groupe quelqu'un qui consomme, et c'est très compliqué pour ceux qui s'entraînent dans une dynamique de rétablissement basée sur l'abstinence. Donc cette abstinence est quand même une clé de voûte, je dirais, pour le rétablissement. Si la rechute dure trop longtemps, souvent on demande une réadmission, soit au centre de soins APT devenu Aurore ou le centre psychothérapeutique d'Ony, où certains repartent dans le système de soins avec substitution, avec des médicaments pour certains. Donc on a toujours cette possibilité de réadmettre quelqu'un qui rechute. Mais on prépare, on anticipe. Je dirais que quelqu'un qui prépare sa rechute, dans les changements de comportement, on peut l'anticiper. On le voit, on le sent, et les entretiens individuels ou les thérapies de groupe 2 fois par semaine nous permettent de faire réagir, poser des actes, et automatiquement, beaucoup échappent un peu à cette envie d'aller consommer grâce à la parole, grâce à l'entraide. Et ça, c'est hyper important d'être entouré avec des gens abstinents qui vont un peu partager leur expérience. Donc, les 3 premiers mois sont axés également sur le rétablissement, mais également sur l'inventaire de tout ce qu'il y a à traiter. En prise en charge globale, il y a les soins, autres que l'addiction. Ils ont tous des problèmes dentaires importants. Ils ont tous des histoires un peu compliquées sur des traumatismes. Donc c'est pour ça qu'il faut faire un peu l'inventaire de tout ce qui s'est passé pendant l'enfance, pendant un parcours de vie où il y a eu beaucoup d'accidents, beaucoup de traumatismes dont on n'a pas parlé. Donc faire l'inventaire de tout ça pour qu'il y ait une prise en charge individualisée sur ces pathologies annexes ou sur ces problèmes. Donc là, il faut les encourager, il
faut les accompagner quelquefois pour qu'ils aillent, ne serait-ce que chez le dentiste, avec des gros problèmes dentaires. Il y a également donc le passé judiciaire. Et là, je suis spécialement chargé un peu de faire l'inventaire de ce qu'il y a à traiter, puisque beaucoup ont oublié des affaires anciennes qui leur retombent dessus le jour où on les identifie quelque part. Donc, les réincarcérations à ce moment de leur vie, c'est souvent catastrophique. Donc, on négocie avec les magistrats, bien sûr, pour obtenir soit le bracelet électronique, soit accompagner pour des jugements qui n'ont pas encore eu lieu, parce qu'on n'a pas su les convoquer là où il fallait. Donc il y a tout cet accompagnement pour gérer, je dirais, ce passif, les endettements, les surendettements, les situations d'abandon, abandon d'enfants, abandon de famille, abandon de logement. Donc beaucoup de problèmes à gérer. Si on veut permettre à la personne de se dégager d'une majorité de ses soucis, en posant des actes pour passer à l'action et gérer tout ce passif, parce qu'on ne va pas faire à leur place, la responsabilisation progressive est quelque chose, je dirais, qui fait partie intégrante du rétablissement. Et ça va même beaucoup plus loin, puisque cette responsabilisation de chacun passe par la responsabilisation de la structure d'hébergement. Exemple, sur les 26 places, notre hôtel social, il n'y a pas d'éducateur ou de surveillant de nuit, ni de week-end. C'est un leader et un co-leader qui gèrent l'infrastructure pendant ces temps. Donc c'est un apprentissage des responsabilités. Et ça, depuis le départ, je ne veux surtout pas d'assistance et je veux surtout des personnes qui se responsabilisent progressivement pour prendre les initiatives. Bien sûr, il y a toujours un téléphone de référence, il y a toujours une permanence en cas de problème grave, mais je peux vous assurer que ce n'est pas forcément dans ces temps d'absence d'encadrant qu'il y a le plus de problèmes. Donc on a progressivement comme ça mis en place tout un ensemble d'éléments de responsabilisation, mais on est là aussi pour faire bouger chacun à son rythme, bien sûr, avec des ateliers, sport, jardinage progressivement, des sorties. Donc on fait appel à des partenaires comme Culture du Cœur. On encourage tous ceux qui ont la fibre musicale ou artistique. Donc on a un certain nombre d'artistes qui se révèlent et qui commencent même à EDVO à exprimer leur talent. On a également mis en place depuis cette année un atelier socio-esthétique avec, là encore, un autre partenaire qui est L'Oréal. Donc une socio-esthéticienne vient une fois par semaine pour permettre à chacun de retrouver un peu de l'estime de soi, surtout une image de soi restaurée. Donc c'est important. Donc tous ces éléments mis bout à bout font que, eh bien, on a au bout d'un an des personnes qui sont en capacité de se projeter à nouveau, qui ont, disons, retrouvé de l'estime d'eux à un point qu'ils se projettent réellement dans une autonomie durable, mais toujours en parallèle avec ce sentiment qu'ils ont toujours besoin d'aller vers des groupes de parole, soit pour apporter à leur tour une aide aux plus fragiles, en étant parrain, par exemple, des autres, ou en animant des groupes de parole extérieurs. Et je pourrais dire que la majorité de ceux qui sortent de DVO prennent du service dans ces groupes de parole à l'extérieur. Et ça, c'est important pour eux, de jouer un rôle pour aider les autres. C'est valorisant. Et ça permet un développement sur le plan national également, puisque nous accueillons des personnes venant de toute la France. Ce maillage important des groupes de parole, comme ça s'est fait en Angleterre, comme ça s'est fait dans d'autres pays anglo-saxons, me semble très important pour aider des personnes qui sont attirées par l'abstinence de tout produit modifiant le comportement. Si on n'a pas cet exemple-là devant soi, ça a peu d'attrait de parler uniquement de l'abstinence. Il faut aussi le faire voir. Il faut aussi le valoriser. Et c'est, je dirais, le contact avec des malades dépendants abstinents
qui viennent apporter leur contribution dans ce tissu social, soit dans des centres thérapeutiques, soit dans des hôpitaux, soit dans les prisons comme actuellement, donc permettent d'ouvrir une fenêtre vers ce qui est possible à condition de s'engager dans le processus. Mais comme je le disais tout à l'heure, il est très important qu'il n'y ait pas de rupture entre ce qui est proposé en termes de cure, de post-cure et de réinsertion. Pour moi, la prise en charge globale s'établit dès le départ, c'est un contrat avec la personne. On ne doit pas la décevoir, sinon elle est soumise souvent à des pressions beaucoup plus fortes si elle n'est pas accompagnée, des pressions soit de la société, soit des proches. Donc il y a tout un environnement aussi sur lequel nous travaillons, et ça c'est le rôle d'une deuxième thérapeute, le retour du lien familial, le retour du droit de garde des enfants ou de visite des enfants, et j'en passe. Et on accueille quelquefois aussi les familles. C'est ce que fait également le centre de soins APT. Et donc il faut prendre en compte tous ces paramètres qui peuvent fragiliser une personne en rétablissement, de façon à lui permettre les changements de comportement nécessaires à une nouvelle vie. Pour nous, c'est une renaissance. Et ma récompense quotidienne, c'est de voir depuis 30 ans des personnes qui retrouvent leur place dans la société. Et je n'ai pas besoin d'autres récompenses pour continuer mon parcours. Merci de votre attention.